péché qui tombe, on est ensemble, malgré les épreuves, avec ou sans preuve, on se ressemble, et le paradis, c'est toi mon ami. Comme promis, suite à la réalisation de la chanson On est ensemble, initiée par le Rav Dinovitch, le Rav a accepté de répondre à quelques questions sur le thème de la Hardout, l'unité. On voudrait aussi en profiter pour vous remercier. Vous avez été plus de 15 000 à visionner la vidéo, quand on réunit évidemment les visionnages sur YouTube, Dailymotion et le site du Rav. Donc nous allons faire une interview du Rav sur cette thématique et j'espère que ce seront les questions que vous vous posez auxquelles le Rav ne manquera pas de répondre. Dans quel but avez-vous initié la réalisation de la chanson On est ensemble? Je pense que cette chanson touche l'un de mes thèmes préférés qui à mon sens est aussi le thème préféré de la Torah, l'unité. En ce sens qu'on sait que tout le projet messianique est le projet de l'unité, le projet messianique étant le projet fondamental de toute la Torah, puisque toute la Torah se termine par les prophéties touchant justement l'époque messianique, et dont le slogan, si j'ose dire, principal, le thème principal est « Bayomahu yeh Hashem echad ushmo echad ». Ce jour-là, Dieu sera un et son nom sera un, c'est-à-dire sa création, son œuvre, sera un. N'oublions pas que la prière principale répétée 2 fois par jour d'Israël est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Hashem est ton Dieu, Hashem est un. Donc l'unité est véritablement le thème fondamental du peuple juif, de la Torah d'Israël, et l'une des expressions du projet, plus que n'importe quel autre but à atteindre. Donc, dans ce clip, j'ai voulu d'une manière très simple, mais proche de tous dans son langage, par sa musique, par son approche, faire passer ce thème qui est tellement cher aux yeux du judaïsme. Pourquoi l'unité du peuple d'Israël semble-t-elle si difficile à concrétiser? Je répondrai de 2 manières. D'abord d'une manière plus profonde, plus mystérieuse, plus spirituelle, plus métaphysique. On a un principe fondamental que nous apprenons dans la Torah. Là où se trouve le projet véritable, se trouvent aussi toutes les forces contraires qui empêchent le projet. Dans un langage plus proche de nous, c'est pour permettre justement que le libre arbitre puisse s'exprimer en toute justice et pour donner la possibilité à l'homme d'atteindre par ses mérites, ses efforts personnels et donc sa propre dignité, d'atteindre le projet, de le réaliser. Donc automatiquement, à partir du moment où Israël est chargé du projet de l'unité, puisque c'est l'essence même de sa prière et le but de toute son histoire, il est clair que c'est précisément dans le domaine de l'unité qu'on va avoir le plus de difficultés. On est un peuple qui est dispersé aux 4 coins de la terre, donc la dispersion véritablement est à l'extrême opposé de l'unité. On est un peuple dont le tempérament, la mentalité est un tempérament de discussion, de remise en cause, de critique et d'autocritique. Donc on a une nature et une histoire qui d'une certaine manière nous éloignent de l'unité justement pour rendre plus méritant le projet et l'effort d'Israël et pour que grâce à ce projet, ou plutôt la réalisation de ce projet qui est tellement difficile, vu la nature et l'histoire d'Israël, lorsque finalement on arrivera à cette unité, ça sera l'expression la plus grande de la réussite et de la véritable dignité de l'homme qui, malgré toutes les difficultés, arrive à réaliser le projet. Quel est le sens profond des divisions que l'on rencontre au sein du peuple juif? Ce qu'il y a de plus profond dans cette séparation est effectivement un thème qui est extrêmement profond. Le peuple juif n'est pas un peuple en tant que tel ou un autre peuple parmi les peuples. Il est dans son essence la réunion de tous les peuples. On l'apprend dans la Torah écrite et surtout orale. Notre peuple a été formé à partir d'une réunion de l'essence de chacune des nations, de chaque peuple. Comme on le sait, il y a dans notre tradition 70 peuples fondamentaux, c'est-à-dire 70 caractères, 70 expressions fondamentales
répartis au sein de cette grande humanité. Et le peuple juif lui-même est composé au départ de 70 personnes qui sortent, selon l'expression biblique, des entrailles de Yaakov. Pourquoi 70? Pour nous faire comprendre que le peuple juif est la réunion, finalement microscopique, de l'humanité tout entière. Donc automatiquement, s'il est porteur de l'humanité tout entière, il est porteur de toutes les différences les plus, on pourrait dire, extrêmes, qui se trouvent déjà au sein même de l'humanité, et qui déjà au niveau de l'humanité créent énormément de tensions, mais malgré tout sont diluées par la quantité. Donc il y a une dilatation des différences par la quantité de peuples que cela représente. Mais là, tout se trouve concentré à l'intérieur d'un minuscule petit peuple. Donc les tensions et les différences de plusieurs milliards à l'intérieur d'un peuple de quelques millions. Donc automatiquement, c'est la raison pour laquelle justement le peuple juif est le peuple laboratoire, où, comme on le sait, dans un laboratoire, tout est microscopique, mais si ça marche au niveau de l'atome humain, de l'atome de cette humanité qui est Israël, s'il arrive, lui, dans son propre laboratoire, à créer l'unité à l'intérieur d'abord de ce peuple, à l'intérieur de notre peuple, donc à combien plus forte raison que cette unité construite et retrouvée pourra servir de modèle à l'humanité tout entière. Donc, les difficultés, ce qui nous sépare, encore une fois, parce que nous sépare tout ce qui sépare les peuples les uns des autres, parce que chaque peuple incarne une facette particulière de ce grand tout qui s'appelle l'humanité, et toutes ces facettes se retrouvent concentrées comme à l'intérieur d'un atome, à l'intérieur d'Israël, qui est l'atome, qui est l'humanité à l'état microscopique. Ces tensions peuvent-elles être profitables et positives pour notre peuple? Ces tensions permanentes qui existent à l'intérieur d'Israël, plus fort que partout ailleurs, mais qui existent aussi, comme je viens de l'expliquer, au niveau de l'humanité tout entière, sont, je dirais, le garde-fou, le garant d'une unité authentique et non falsifiée. La différence entre l'unité et l'uniformité. L'unité ne signifie pas tous pareil. L'unité signifie tous ensemble, mais pas forcément tous pareils, comme le titre de cette chanson. On est ensemble, on n'est pas pareil. Et donc, c'est la raison pour laquelle le vrai projet, c'est de réunir les différences et de trouver un point commun qui fait qu'elles se supportent, mais sans renoncer à ce qu'elles sont. Et donc, comme il n'y aura jamais renonciation, il y aura toujours tension. Mais tension ne signifie pas guerre, dispute et pire encore. À partir du moment où ce point-là est retrouvé. Donc, automatiquement, la tension est le garant de la préservation de la différence, et comme les différences sont préservées, automatiquement la tension continue, mais cette tension qui continue, et cette tension continue, est encore une fois le cadre qui permet d'établir cette unité sans toutes les déviations de l'uniformité, de l'intolérance, du fanatisme, qui sont en vérité les armes de l'uniformité. L'uniformité est l'extrême opposé de l'unité, et l'uniformité ne peut être atteinte que par la forme, donc, comme je viens de le dire, l'intolérance et l'extrémisme, le racisme et tout ce qui va avec ce genre de réaction. Par contre, l'unité va avec le shalom, parce que l'unité, c'est justement te demander de rester ce que tu es tout en me respectant, ce qui est l'expression même de la paix véritable, puisque justement la paix ne signifie pas non plus la disparition des tensions, mais signifie le respect des différences, donc même à l'intérieur des tensions. En quoi notre unité concerne-t-elle les non-juifs? Je pense qu'on vient d'y répondre, dans la mesure où Israël n'est pas un peuple en dehors des autres, ou un peuple en plus des autres. Son histoire n'est pas une histoire en dehors des autres ou en plus de celle des autres. Israël est le microcosme de l'humanité, et son histoire est le laboratoire de l'histoire de l'humanité. Donc automatiquement, ce qui se passe chez nous n'est que le microcosme de ce qui se passe au niveau de l'humanité tout entière,
Et donc automatiquement, nos chutes et nos réussites sont le reflet des chutes et des réussites de l'humanité tout entière. Et la réalisation de notre projet n'est pas pour nous, mais pour l'humanité tout entière. Donc non seulement les nations sont concernées, mais elles sont véritablement partie intégrante du projet, puisque nous n'existons que pour elles et elles n'existent que pour nous. C'est on pourrait dire un ensemble, c'est le cas de le dire, un ensemble indissociable, Israël-nation et nation-Israël, et peut-être que d'ailleurs toutes les tensions, et beaucoup plus encore entre les nations et nous, ne sont que le reflet de notre difficulté à l'intérieur de nous-mêmes, de réunir ces tensions à l'intérieur d'une paix qui permet donc d'être ensemble et de se supporter et d'exprimer les différences sans guerre et sans querelle. Et lorsque nous arriverons, nous, à créer cette paix à l'intérieur de notre petit peuple microscopique, alors à ce moment-là, l'expérience réussite à l'intérieur du laboratoire pourra servir à l'humanité tout entière. Un petit peu comme un médicament qu'on essaye pour guérir des maladies qui ravagent l'humanité. On les expérimente dans le laboratoire et quand on est sûr que ça marche, on peut à ce moment-là les donner au monde entier. C'est exactement le problème de l'histoire d'Israël. Nous expérimentons le shalom, la paix, et lorsque nous aurons trouvé le remède qui permet d'arriver à la paix, qui est la guérison dont a besoin l'humanité, cette guérison pourra être apportée à l'humanité tout entière. Doit-on étendre cette recherche d'unité avec les nations? Je pense, comme je viens de le dire, que le travail profond et intense doit être à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire, on a déjà tellement de problèmes, comme je viens d'expliquer, à l'intérieur de notre propre peuple, puisqu'on a les problèmes des 70 peuples réunis à l'intérieur d'un si petit peuple. Donc c'est clair qu'on doit consacrer le maximum de nos forces et de notre sagesse à créer cette unité à l'intérieur de nous-mêmes. Et automatiquement, elle éclairera, réagira sur l'humanité tout entière. Donc ça ne veut pas dire que, évidemment, on n'a pas au quotidien des relations à créer et surtout à améliorer le plus possible avec les nations. Mais l'erreur serait de croire que c'est à ce niveau-là que le problème va se résoudre. C'est-à-dire que si on arrive à résoudre les tensions et les difficultés, et parfois pire encore, que nous avons avec les nations, alors automatiquement tout va bien se passer. C'est le contraire qui est vrai. Nos difficultés avec les nations ne sont que le reflet des difficultés que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Donc automatiquement, il ne faut pas se tromper de véritable combat. Le véritable combat est à l'intérieur du peuple juif et automatiquement après, nous avons toutes les armes et toutes les forces pour changer, améliorer et construire véritablement la relation que nous devons avoir avec les nations. Quelle solution préconisez-vous? Je pense d'une manière très simple que la solution est un retour véritable à l'identité d'Israël sous tous ses aspects, l'exil étant l'éclatement, voire même le voilement, pas la disparition, mais le voilement de cette identité, puisqu'il est clair que, étant nous-mêmes séparés aux quatre coins de la terre, vivant en contact et à l'intérieur d'identités complètement différentes de la nôtre, on ne peut plus véritablement être nous-mêmes. Donc on ne peut pas réussir notre projet si nous ne sommes pas d'abord nous-mêmes. Or nous-mêmes c'est quoi? Nous-mêmes c'est, selon l'expression des maîtres, le Dieu d'Israël, la Torah d'Israël, le peuple d'Israël, la terre d'Israël. Les quatre points fondamentaux, les quatre piliers de l'identité juive, qui d'ailleurs correspondent aussi à un niveau très profond aux quatre lettres du nom divin, le nom ineffable qu'on ne prononce pas tel qu'il s'écrit, Yud-Ke Vav-Ke. Et je répète ce que j'ai dit, chacune des lettres du nom divin fait allusion à une des dimensions fondamentale de l'identité juive, le Dieu d'Israël, Torah d'Israël, peuple d'Israël et terre d'Israël. Donc c'est là que doivent se diriger, vers là que doivent se diriger tous nos efforts, un retour vers le Dieu d'Israël qui forcément et évidemment passe par un retour à la Torah d'Israël,
Et ce retour au Dieu d'Israël grâce à la Torah d'Israël permet la reconstruction d'Israël et où? Sur sa terre. Et donc lorsque cette identité morcelée aux quatre coins de la terre, avec chacun son morceau de Dieu, son morceau de Torah, son morceau de peuple juif et son morceau de territoire, lorsque ces quatre dimensions cessent d'être brisées, morcelées et se reconstruisent, à ce moment-là, Israël est en mesure de réaliser son projet et de le faire rayonner dans le monde entier. À titre individuel, que devons-nous faire? Concrètement, comme je le dis et ne cesse de le répéter dans mes cours, pas dans chaque cours, mais c'est pratiquement, on dirait, un leitmotiv qui traverse comme une colonne vertébrale pratiquement tous mes enseignements. Aujourd'hui, le devoir d'un juif est de rejoindre finalement l'histoire véritable de son peuple, et l'histoire véritable d'Israël aujourd'hui se passe bien sûr ici, en Israël. C'est là que se trouve véritablement l'œil de l'histoire, l'œil de ce cyclone, le cœur de cette histoire se trouve ici. Et comme un atome autour duquel tournent les électrons, l'atome de l'histoire d'Israël est aujourd'hui sur cette terre. Et à partir du moment où un juif revient sur cette terre, à ce moment-là, il est pris dans ce tourbillon, dans cette puissance d'énergie absolument incroyable qui automatiquement l'aide à revenir vers le Dieu d'Israël, la Torah d'Israël et l'identité d'Israël. Parce qu'à partir du moment où aujourd'hui nous avons la possibilité de faire, on pourrait dire, d'être partie prenante, d'être acteur et pas seulement spectateur, d'être aux premières lignes de cette véritable reconstruction de cette identité, alors bien sûr que c'est l'une des choses les plus importantes que nous devons faire. Et c'est, semble-t-il, et c'est ce que l'on voit tous les jours davantage, c'est ce qui permet véritablement le retour à toutes les autres facettes de cette identité. Comme on le voit, que la grande majorité des Juifs qui viennent sur cette terre automatiquement se rapprochent et se renforcent dans tous les autres domaines et de cette identité, le Dieu d'Israël, la Torah d'Israël, et le peuple juif bien sûr, puisque c'est ici, comme on vient de l'expliquer, que véritablement se déroule l'histoire de notre peuple. Donc c'est un devoir qui incombe à chacun d'entre nous, bien sûr au rythme des possibilités de chacun d'entre nous. Ce n'est pas à nous de juger et de conseiller en particulier qui que ce soit, on n'a bien sûr pas le niveau pour le faire, mais au niveau du devoir global, c'est ce que nous disons à présent, de savoir que aujourd'hui, il n'est plus possible de vivre comme si rien ne s'était passé, de vivre en dehors du véritable projet, de vivre en dehors de la véritable histoire. Et l'histoire véritable, le projet véritable sont ici en Israël. C'est là que chaque juif doit commencer à être pour après arriver aux autres étapes de la reconstruction de cette identité. Donc en conclusion, on se rassemble. Ben oui, absolument. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est ensemble. Et on est aujourd'hui deux ou quelques-uns ensemble. On espère qu'un jour, on sera l'humanité tout entière ensemble parce qu'on se rassemble. Et aussi parce qu'on se ressemble quelque part. Merci, Rav. On se rassemble pour construire le monde, empêcher